J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce petit déjeuner conférence 2022. Pour la petite anecdote, on ne s'est pas revu depuis 2019 avec la pandémie. Pour la première fois aussi, donc on le fait en live parce que finalement, sur les 40 inscrits, il y avait que 6 personnes qui étaient intéressées par faire du présentiel. Donc, on voit que les mœurs aussi ont beaucoup changé. Et je tiens à vous remercier aussi de votre fidélité, de votre constance et de votre engagement aussi vis-à-vis d'Arcom, parce qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui que le fait que vous soyez aussi nombreux, non seulement à vous inscrire, mais aussi à honorer vos inscriptions, c'est vraiment, enfin voilà, honnêtement, ça me touche. Donc, merci pour ça. J'espère que vous avez une belle rentrée. C'est une belle rentrée pour Arcom. Je vous mettrai la newsletter dans le chat parce qu'il se passe tellement de choses que j'aurai pas l'occasion de tout partager aujourd'hui. Et donc, vous pourrez fouiller vous-même pour retrouver toutes les informations, tout ce qui s'est passé cet été, tout ce qui va se passer plus tard. Le but aujourd'hui, c'est de vous faire le cadeau annuel, c'est-à-dire de vous remercier de votre, comment dirais-je, du fait de faire appel à Arcom en fait toute l'année. C'est pour ça que c'est un événement qui est fermé. Et pour ça, on vous offre l'intervention d'un expert qui est lié à notre domaine d'activité, donc à savoir les comportements humains. Mais aujourd'hui, on va faire un zoom sur l'intelligence émotionnelle avec l'aimable participation et intervention d'un chercheur que je respecte énormément, qui s'appelle Marcelo Mortillaro, du CISA, donc le Swiss Center for Affective Science, dont je vous parle très très souvent parce que je suis absolument fan de leur MCO4. Donc Marcelo et Katia ont créé il y a très longtemps déjà, mais qu'on utilise de façon commerciale, je crois que depuis 18, mais Marcelo pourra me corriger. Et puis, je vais laisser donc Dominique se présenter avant de laisser la place à Marcelo. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Je suis très, très contente et honorée. Merci à Stéphanie de faire la place à Point North dans ton événement annuel. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît avec Stéphanie, qu'on s'apprécie, qu'on se soutient, qu'on se stimule, qu'on se challenge. Et puis, vu le contexte actuel depuis 2022, post-Covid, la tension qu'il y a autour du recrutement, la tension qu'il y a autour du bon choix, du bon candidat, et puis l'importance que les émotions ont pris sur notre travail, on s'est dit que c'était tellement évident qu'on mette nos compétences, notre expérience, notre passion ensemble avec Stéphanie, on a mis sur pied de nouvelles offres pour nos clients respectifs et puis les nouveaux. On a énormément de demandes déjà et d'intérêt pour notre offre de recrutement qui va permettre aux entreprises de faire le bon choix, pas seulement au moment du recrutement, mais que le recrutement soit pérenne en termes de succès et que ça se passe bien, aussi bien pour la personne qui rejoint une entreprise que pour les clients de cette entreprise, que pour l'entreprise elle-même, parce que au point de vue émotion, au point de vue résultat, au point de vue performance, ça va être le bon choix. Donc, on aura plusieurs offres. Le but ce matin, c'est pas de vous présenter ça, c'est de vous faire plaisir avec la super intervention de Marcelo, que je me réjouis d'entendre. Mais on va vous recontacter par la suite individuellement pour vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Et c'est important pour nous parce que Stéphanie apporte le côté scientifique, le côté profondeur d'analyse comportementale qu'on a vu depuis plusieurs années, sur lequel je me suis passionnée depuis pas mal de temps aussi. Et puis, moi, j'apporte le côté entreprise du point de vue corporate, au point de vue international, et puis la gestion des talents, la gestion de l'onboarding d'un nouveau candidat, et puis la pérennité du succès d'un bon matching. L'important, et c'est ce qu'on verra aussi ce matin, c'est vraiment cette adéquation, le matching entre un individu et une entreprise. Et c'est pas toujours évident du point de vue de l'entreprise de bien définir quel type d'individu on veut. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas toujours évident. Et en tant qu'individu, c'est pas toujours si évident de vraiment définir quel type d'entreprise on cible, dans laquelle on se sentirait bien, et l'impact que ça va avoir sur soi, sur l'équipe, sur l'entreprise et sur les clients. Donc, tout ce processus, ça nous passionne, Stéphanie, à moi. Et puis, comme vous le verrez dans la newsletter pour ceux qui l'ont pas encore lu, c'est mentionné aussi dedans, et on va faire le suivi par la suite. Mais je vais laisser la place à Marcelo parce que je sais que il a plein de choses à partager et puis que c'est quelqu'un de passionnant et passionné par son sujet. Et on aura tout le temps ensuite à la fin de la session d'échanger sur plein de sujets qui vous titillent
Parce que si vous êtes là, je sais que c'est parce que ça vous passionne aussi. Donc, entre gens passionnés, on va laisser le floor à Marcelo. Merci à tous et toutes pour être là. Merci Stéphanie, merci Dominique pour l'invitation. En fait, effectivement, ça fait plaisir d'avoir l'opportunité de parler de certaines choses comme la mesuration des compétences émotionnelles d'un point de vue aussi scientifique. Évidemment, je ne vais pas le faire en même temps que je ferai dans un contexte de conférence de psychologie, parce que, en fait, de toute façon, pour moi, c'est que c'est important, c'est que la recherche que nous faisons a des implications pour les gens sur le terrain, les gens qui sont vraiment dans les entreprises. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment une motivation ultérieure pour participer à ce type d'événement et pouvoir partager avec vous les choses que nous avons fait pour voir si ça peut aider quelqu'un dans la démarche, dans le travail. Par contre, il y a quelque chose d'un peu spécial par rapport à cette thématique de mesurer les compétences émotionnelles. C'est une anecdote que je raconte souvent parce que il m'avait surpris quand moi j'ai 3 enfants et la plus grande, maintenant elle a 9 ans, mais à l'époque elle avait 2 ans et demi et une matinée, avant d'aller au travail, je l'amenais à la crèche. Et je me rappelle bien, c'était une matinée avec, un peu comme ce matin, avec un peu de pluie, c'était un peu compliqué, toute la course. Je suis arrivé à la crèche avec Mathilde qui me donnait la main. Je parle avec l'éducateur pour faire l'accueil, en fait, finalement. Et tout d'un coup, je me rends compte que Mathilde, elle part, elle me laisse la main et elle part. Je dis, attends, j'ai pas fini, je vais te dire au revoir. Mais je me rends compte qu'elle marche et elle va vers un coin et je me rends compte qu'il va chercher quelque chose et tout d'un coup, tout devient clair. Donc, elle a vu un petit enfant qui était dans les coins, à l'autre bout de la salle. Moi, je n'avais absolument pas remarqué parce que j'étais dans mes choses, qui était clairement en pleurs, en souffrance, on peut dire. Elle va prendre une chose, c'était un doudou, et elle l'amène à ses petits enfants. Elle avait 2 ans et demi. Et moi, j'étais surpris parce que d'un point de vue des compétences émotionnelles, c'était extrêmement bien, ce qu'elle avait pu reconnaître en état de souffrance. Je parle d'un enfant de 2 ans et demi, hein, qui pouvait reconnaître la souffrance d'un autre enfant à partir de son comportement non verbal. Elle avait compris que c'était un état de détresse. Elle est arrivée à ne pas se faire contagier, on peut dire, par l'émotion, ne pas avoir la même émotion. Vous savez que souvent, ça arrive que les enfants ils pleurent, il y a des autres qui pleurent, qui se laissent un peu prendre par les émotions qui sont partagées dans le groupe. Et elle a décidé qu'il y avait une manière, elle a pensé qu'il y avait une manière pour réguler, en fait, pour gérer l'émotion de cette personne, de cet enfant, avec un doudou. Donc, ça, c'est quelque chose, si on se fait un moment, c'était clairement un comportement émotionnellement très intelligent. Et nous tous, si vous fermez un moment, vous pensez au comportement que vous voyez des gens autour de vous, au travail, dans la famille, etc., vous pouvez facilement, entre guillemets, dire, ah ouais, c'était un bon comportement, c'était bien, elle m'a fait du bien, elle a été OK avec l'autre personne, c'était une façon de se comporter très positive dans les contextes. Par contre, une chose qui s'apparaît autant claire et simple et évident, ça devient un vrai cauchemar à mesurer. Parce que moi, je suis un scientifique. Quand je lisais aussi ça, j'ai dit, c'est pas possible qu'on arrive à déterminer ça juste parce qu'on a l'intuition ou voir quelque chose. On n'a pas une façon de le faire de façon un peu plus organisée, structurée, scientifiquement validée. Et donc ça, c'est un peu l'idée qu'il y avait aussi derrière ce projet, de passer de quelque chose qui est évalué par l'intuition, par l'expertise aussi des gens dans les ressources humaines, à quelque chose qui peut être un outil indépendante, le plus objectif possible, qui pourrait être un support pour les gens qui doivent prendre des décisions sur ce type de compétences ou évaluer la qualité de quelqu'un. Et cet intérêt n'est pas juste un intérêt personnel, mais pas récemment, parce que maintenant ça fait quelques années, une fois, en regardant sur des sites, j'ai lu une annonce pour un poste et dans la description, c'est en anglais, mais je pense que tout le monde comprend l'anglais, c'était défini comme Our work is centered around understanding beliefs and motivations, relationships and trust. We take a human approach. Our roles are individual as you are. Notre travail est centré autour de la compréhension des croyances et des motivations, des relations et de la confiance. Et ça m'a surpris vraiment parce que c'est une vraie annonce que j'ai trouvée, ça avait rien à voir avec mon travail spécifiquement, mais c'était l'annonce pour chercher du nouveau personnel à MI6
Donc, c'est le Secret Intelligence Service en Grande-Bretagne. Vous voyez, ce que j'ai pris, ça vient exactement de cette annonce. Donc, concrètement, c'est qui les MI6? C'est les services secrets. Et concrètement, c'est comme s'il disait que James Bond, parce qu'il cherchait vraiment des acteurs, avait besoin d'intelligence émotionnelle pour faire son travail. Et si vous avez en tête qu'est-ce que c'est un job traditionnel dans un contexte militaire, presque, vous avez imaginé des techniques, l'idée d'avoir des façons de se débrouiller dans des situations difficiles, utiliser des armes. Dans ces cas-là, la chose qui les intéressait le plus, c'était les compétences interpersonnelles. Vous pouvez voir que c'est pas une annonce qui est dirigée à des gens qui ont vraiment warhead, des gens qui ont vraiment envie de faire des activités militaires, mais c'est vraiment pensé pour quelqu'un qui a une subtilité de compréhension, qui est intéressé à interagir avec les autres, à comprendre les autres. Et en fait, ce qu'on sait, c'est eux évidemment ils savent, ce qu'on sait depuis un moment dans la littérature, c'est que l'intelligence émotionnelle est une caractéristique plus distinctive des compétences techniques et de l'intelligence purement cognitive pour les managers de succès. Mais ici, je vais faire une petite précisation parce que pour moi, c'est important. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Et moi, je suis un chercheur sur l'intelligence émotionnelle. Mais donc, tout ce que je vais vous dire, s'appuie en fait sur des études scientifiques, pas évidemment que les miennes, mais l'étude de plein de gens, la recherche, c'est qu'on sait. Et cette phrase-là est correcte, mais souvent mal interprétée ou présentée d'une façon qui n'est pas juste. Il y a un peu cette idée que ça passe souvent comme si l'intelligence émotionnelle est la compétence la plus importante au monde. Donc, vous avez vu plusieurs fois qu'il y a cet iceberg avec l'intelligence cognitive en bas et l'intelligence émotionnelle en dessous du niveau de l'eau. C'est pas vrai. L'intelligence émotionnelle, c'est plus important, c'est plus distinctive, comme si vous lisez bien les éléments, la phrase que j'ai écrite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on sait qu'un niveau minimum d'intelligence cognitive est nécessaire pour pouvoir bien faire une tâche. Et c'est au moment où on a suffisamment de compétences cognitives que l'intelligence émotionnelle fait la différence. Mais c'est pas que c'est plus important au niveau absolu. C'est pour ça que c'est important pour des positions surtout de manager ou des positions de responsabilité d'équipe. Parce que moi, c'est des positions élevées et les gens qui arrivent dans ces positions-là ont un niveau d'intelligence émotionnelle, de personnalité et d'expérience qui les amène à pouvoir bien faire les tâches qui sont prévues par cette position. Mais qu'est-ce que fait la différence entre deux managers, les deux avec la même expérience, avec le même bon niveau d'intelligence ou un suffisant niveau d'intelligence cognitive traditionnelle? Bien, à ces moments-là, ce qui fait la différence entre un manager de succès et un autre, c'est les compétences émotionnelles. Donc, c'est bien de contextualiser cette phrase avec cette vision. Donc, on a une nutshell, en bref, l'intelligence émotionnelle, c'est très importante, mais on peut pas dire que c'est la compétence la plus importante au monde. Il faut un minimum d'intelligence cognitive et de personnalité pour pouvoir après apprécier la différence qui fait l'intelligence émotionnelle. Dit ça, c'est clair que si nous, on parle ici surtout de questionnements par rapport à le recrutement des cadres, ou même des managers, même middle management, ou des positions où il y a beaucoup d'interactions avec les autres, voilà, on s'attend que dans ce type de positions-là, l'intelligence émotionnelle puisse faire la différence. Mais c'est important de contextualiser les concepts et la phrase parce que je suis pas un vendeur, un gourou, je suis vraiment un chercheur. Pour moi, c'est important que les choses que je dis soient crédibles et soient réalistes. Une chose qui est souvent un peu méconnue, qu'on ne sait pas, c'est que l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est un concept plutôt récent, au niveau surtout scientifique. Dans le sens que les premiers articles qui ont un peu défini ces concepts d'intelligence émotionnelle, ça date de 1990, 1990. Myers Salovey, c'est le directeur président de Yale à un moment, ils ont vraiment créé au niveau scientifique la recherche sur l'intelligence émotionnelle. Donc, vous avez entendu parler de Goleman, mais il a repris un peu les choses que Myers Salovey avait publiées, avait proposées. Et en 1990, ça a un peu changé, mais pas énormément, ils ont commencé leur article, donc ça c'est la fondation de l'intelligence émotionnelle au niveau académique, avec une question. Et la question, c'était « Is emotional intelligence a contradiction in terms ?» Donc, à l'époque, et je pense que dans plusieurs secteurs encore aujourd'hui, il y avait cette vision que intelligence égale rationalité, émotion
égale irrationalité. En conséquence, ça fait pas de sens de mettre les deux termes ensemble. Donc, à l'époque, c'était un peu révolutionnaire de mettre les deux ensemble et de proposer dans un contexte scientifique. Moi, je me sens à l'aise de dire qu'aujourd'hui, on a pas mal évolué par rapport à ça. Simplement, le fait que vous êtes là, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous parle comme thème. Mais en même temps, il faut pas négliger le fait qu'il y a eu encore beaucoup de résistance dans même dans l'académie, mais aussi dans les entreprises. Moi, j'ai eu plein de conversations avec des gens qui sont dans les entreprises. Je ne peux pas vous raconter toutes les anecdotes que j'ai récoltées, toutes les opinions que j'ai entendues sur les rôles de l'intelligence émotionnelle qui est pensée généralement comme tout simplement la capacité de ne pas être émotionnel, de ne pas avoir des émotions. C'est souvent, je suis très rationnel. Moi, je suis très bien en intelligence émotionnelle parce que je suis très rationnel. J'utilise pas les émotions. J'arrive à ne pas avoir les émotions, les contrôler. Mais en fait, l'intelligence émotionnelle n'est pas ça. C'est plus. Et si on prend la définition, je disais, c'est une définition académique, mais ça parle, je pense, qu'ils ont donné, c'était que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à monitorer ses propres sentiments et ceux des autres, à les distinguer et utiliser les informations émotionnelles afin de guider les raisonnements et les comportements. Donc, vous voyez, déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est plusieurs compétences, c'est plusieurs choses. C'est pas juste la capacité de contrôler mes émotions, mais c'est monitoring, distinction, utilisation. C'est des mots, de verbes, c'est des activités. L'intelligence émotionnelle, ça nous sert à faire quelque chose. C'est actif, c'est une compétence, c'est une habilité active. C'est pas juste une série de connaissances ou une série de traits de personnalité. C'est vraiment une compétence active. Et que vous pouvez voir, monitorer, distinction, utilisation, ça remonte aussi clairement aussi à des aspects qui peuvent être liés à l'intelligence cognitive traditionnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très clair avec l'idée que l'intelligence, les émotions et la cognition ne sont pas des choses séparées, mais c'est pas des choses complètement à part, mais il y a une interaction constante entre émotion et cognition, dans le sens que l'émotion influence la cognition et la cognition influence l'émotion. Et si on fait l'équivalence cognition égale rationalité, on arrive au moment où il fait plus de sens de faire cette séparation entre rationalité et irrationalité en relation à la différence entre cognition et émotion. Donc ça, c'était pour vous donner un peu les cadres un peu plus d'où nous partons, quels sont un peu les aspects un peu plus scientifiques. Mais si on passe au concept de mesuration, donc je vais parler maintenant du test, aussi de la mesuration des émotions, aussi des implications de ces mesures. Vous tous, je pense toutes et tous, vous avez eu la possibilité d'utiliser des questionnaires, des tests dans votre travail, et soit pour formation, soit pour comme en tant que responsable RH, par exemple. Et vous avez pu voir qu'il existe, je pense, deux gros groupes de tests, de questionnaires. Il y a les questionnaires self-report, qui sont les questionnaires traditionnels. La plupart des questionnaires qui, par exemple, c'est des tests où ils vous demandent je suis quelqu'un qui est très à l'aise à parler en public. Vous êtes d'accord de combien vous êtes d'accord de 1 à 7? Très d'accord, tout pas du tout d'accord. Ça, c'est un self-report. Donc, on demande aux gens de donner un accord typiquement sur des phrases qui peuvent caractériser certains comportements, certaines situations, certaines choses qu'on veut mesurer. Et c'est auto-rapporté. Après, pour certaines compétences comme l'intelligence cognitive, par exemple, et maintenant, on a essayé de faire ça aussi pour l'intelligence émotionnelle, on essaye de développer des tests de performance. Ça veut dire que au lieu de poser des questions du type que je viens de vous proposer, donc des questions génériques, des statements, des phrases un peu plus génériques, des caractéristiques, et on vous demande si vous êtes d'accord ou pas, en fait, on essaye d'être un peu plus objectif, au moins un peu moins direct dans la question, en préparant des tests qui sont en fait une série de mises en situation. Et ça, c'est le cas du MCO 4 ou GECO pour la recherche, mais je sens que si je me trompe dans les noms, c'est pas grave, on parle de MCO 4 tout le temps. Le test de performance, c'est un test où il y a des tâches concrètement à faire et il y a des bonnes ou des mauvaises réponses pour les tâches qui sont proposées. Et donc, pour nous,
l'intelligence émotionnelle, c'est mieux si on arrive à la mesurer avec un test de performance qui est un peu plus objectif, même s'il y a évidemment des limitations comme tous les instruments, mais ça reste beaucoup plus objectif que le contexte qu'un self-report, surtout dans des cas où il y a quelque chose d'important at stake, comme on dit en anglais, quelque chose de très important pour des conséquences très importantes par rapport à ma réponse au questionnaire. Exemple typique, si je fais ces questionnaires pour une position, donc je suis en train active d'essayer d'être recruté pour un poste, évidemment, j'ai tout l'intérêt et je suis suffisamment intelligent, comme on parlait avant, pour pouvoir répondre au questionnaire self-report d'une façon qui, je pense, ça peut être plus apprécié par les recruteurs, par exemple. Donc, j'ai plus facilité, entre guillemets, à répondre d'une façon qui est plus désirable. Donc, au lieu de penser comment je suis vraiment, je pense qu'est-ce qu'elle veut, la personne. Et j'ai facilement la possibilité d'y répondre. Dans les tests de performance, c'est différent dans le sens que c'est beaucoup plus compliqué de faire ça dans le sens que même si vous pouvez imaginer que moi je vais essayer c'est quoi la réponse que la personne s'attend dans cette situation-là, les bons comportements que je devrais montrer, ça reste quand même beaucoup plus compliqué. Et on va voir certains exemples d'items d'un autre test après, juste pour vous donner un peu une idée de quoi on parle. Et ça, c'est la première grosse distinction. Et après, il y en a une autre que je pense est très important dans ces contextes-là, vu que vous êtes les personnes qui décident des fois d'utiliser un outil ou un autre pour prendre une décision, de faire attention parce qu'il y a plein d'instruments qui finalement ne sont pas validés d'un point de vue scientifique. Vous savez mieux que moi, si vous allez chercher pour un outil pour mesurer certaines compétences, vous trouvez des dizaines proposées par plusieurs entreprises, compagnies. Par contre, il y en a beaucoup qui ne montrent pas des études de validation. Et pour moi, ça, c'est important parce que ce que nous avons fait, c'est un outil qui était censé être accepté comme un outil d'exception dans la communauté académique aussi, donc quelque chose qui avait les meilleurs standards par rapport à la validité psychométrique, validité prédictive, validité, tous les autres types de validité qu'on doit vérifier quand on réalise un instrument comme ça. Et on l'a pu faire. Et en plus, on l'a mis à disposition dans les contextes appliqués. Mais il y a plein d'autres instruments qui n'ont pas ce degré de validation. Donc, je vous invite toujours, quand vous choisissez un test, pas que pour l'intelligence émotionnelle, mais en général, de poser un peu des questions au vendeur ou à la personne qui vous propose par rapport à la validité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est publié? Ça, c'est une grosse différence. Toutes les choses dont je parle, qu'on a fait, ont été publiées. Donc, il y a eu d'autres chercheurs qui ont vérifié si c'était bien ou pas, si c'était crédible ou pas, si j'utilisais les bonnes méthodes, si j'utilisais les bonnes statistiques, si ce que je disais, ça faisait du sens ou pas. Donc, cette évaluation aussi par les experts, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir aussi faire une distinction entre validé et non validé. Et pour moi, ça, c'était un point important à proposer dans ces contextes-là, qui va au-delà de notre mesure en question. Voilà. On parlait du MCO4. MCO4, je ne vais pas parler trop de l'utilisation parce que c'est plutôt ce que Stéphanie a déjà dit. Pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous introduire les concepts qui sont couverts un peu par ces tests, parce que je pense que certains d'entre vous ils connaissent, mais certains ne le connaissent pas. Donc, pourquoi pas prendre un petit moment. Donc, on va gentiment passer les prochaines minutes pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans le MCO4. Et après, on terminera avec quelques prédictives valides. Qu'est-ce qu'on sait par rapport aux prédictions en général de l'intelligence émotionnelle et certaines choses spécifiques à l'MCO4. Une chose très importante à souligner, c'est que, juste pour vous donner un horizon temporel, le MCO4 a été officiellement publié au niveau scientifique sous le nom de GECO, Geneva Emotional Competence Test, en 2019. C'est même pas 2018, c'est 2019 qui a été publié, les tests académiques. Après, la version commerciale était déjà en développement, donc il y avait certaines occasions où on a pu présenter qu'on était en train de faire ce travail, mais très récent. C'est pas quelque chose qui a l'histoire des dizaines, vingtaines d'années derrière,
pour toutes les données qu'on pourra récolter d'ici au futur. Donc, on aura beaucoup plus des éléments. Mais c'est important de dire que c'est vraiment le tout récent développement dans la recherche sur cette thématique-là. C'est le dernier test qui est sorti finalement avec une validation générale pour les compétences émotionnelles. Juste pour vous dire, en novembre, il y a un événement pour ce qui s'appelle Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organization. C'est un petit groupe de chercheurs où il y a aussi Goleman, Salovey, etc. Donc, je fais partie parce qu'ils m'ont invité, c'est que pour invitation. Donc, ça, c'est important. C'est intéressant de dire que je vais présenter aussi les MCO dans ces contextes-là. Donc, on parle vraiment d'une cinquantaine de personnes répandues dans le monde. Je parlerai du MCO4 parce que tout le monde m'a demandé si je peux aussi présenter un peu plus à ces chercheurs, à ces personnes qui sont aussi dans l'entreprise et dans l'université. Donc, c'est vraiment quelque chose on y est maintenant. C'est pas quelque chose qui a 20 ans d'histoire derrière ou qui est un peu dépassé. C'est vraiment la chose très récente. Les éléments clés du MCO, c'est qu'elle est basée sur des situations réelles, dans le sens que nous avons fait plein d'entretiens avant de développer les items, donc les questions qu'il y a dans les tests, avec plein de managers, directeurs ressources humaines partout en Suisse, en France, en Allemagne, pour récolter des situations réelles, qu'ils ont vécues, qui ont affaire avec les émotions. Et nous raconter quand il y a eu un coup de colère, ou il y a eu certaines situations difficiles au travail. Et nous, on a repris toute cette situation. Évidemment, on les a anonymisées complètement, on les a aussi adaptées un peu dans certains contextes, mais on les a utilisées dans nos items. Et c'est pour ça que nos items, normalement, quand ils sont regardés pour quelqu'un qui est dans l'entreprise, sont perçus comme crédibles. Parce qu'en fait, c'est des situations réelles qui se sont vérifiées dans les entreprises. C'est pas juste des chercheurs qui se sont mis à inventer des situations qui pourraient arriver dans l'entreprise. On a évidemment utilisé des modèles théoriques et statistiques avancés et la chose dont je viens de parler, la validation, cet instrument, en termes de bonnes réponses et mauvaises réponses, est le seul instrument, en fait, qui existe, qui a été validé à travers différentes systèmes. Donc, on a une validation par des experts. Et les experts, c'était deux populations différentes, des émotions experts, donc comme des chercheurs dans les domaines, mais aussi des managers dans des entreprises. On a une validation avec la population générale, donc ce qu'on appelle consensus scoring, mais seulement en partie, et on a aussi la correspondance des questions et des réponses par rapport au modèle des émotions actuelles qu'on connaît dans la recherche et dans l'académie. Et avec ces tests, on mesure 4 compétences. Les mêmes 4 compétences dont je parlais quand je parlais de l'exemple de l'anecdote de Mathilde. Donc, elle a reconnu des émotions, elle a compris des émotions, elle était capable de réguler sa propre émotion et d'arriver à trouver une stratégie pour gérer l'émotion des autrui. C'est pour ça que cette anecdote ça m'est resté bien en tête et je l'utilise souvent parce que vraiment, ça couvre les 4 compétences que nous, on peut voir comme séparées, mais concrètement, elles agissent ensemble pour déterminer les comportements. La première compétence, donc je vais que c'est 8h30, donc je vais un peu plus rapidement. La reconnaissance des émotions, c'est l'habilité de reconnaître les émotions à partir du comportement non verbal. Donc, vous avez sûrement entendu parler d'expressions du visage, Ekman, etc. Nous, on va un peu au-delà de ça, dans le sens on prend en compte les comportements verbaux aussi dans la voix et dans les hautes du corps. Donc, plus ou moins ce que vous voyez ici dans la caméra, un peu plus peut-être, juste pour vous donner une idée de la vidéo. Et qu'est-ce qu'on sait par rapport à la reconnaissance des émotions? Bon, c'est une des compétences la plus étudiée et dans les études qui ont été faites, ça j'ai mis ensemble plusieurs études, j'ai pas fait en les détails. On sait que c'est bénéfique. Donc, pourquoi ça fait du sens de mesurer la reconnaissance des émotions? Parce qu'on sait qu'il y a des bénéfices sur la performance. On a des études qui montrent que les gens avec une habilité de reconnaître les émotions plus élevées ont des meilleures évaluations par les pairs et par les supérieurs et sont souvent plus recommandés pour des promotions. Ça vient de différentes études dans différents contextes, mais pour vous donner un peu l'idée, donc il y a une performance accrue qui est reconnue par les gens en cours et aussi qui peuvent être plus efficaces dans le travail en équipe, teamwork, en proposant une coordination plus efficace
être plus à l'aise à faciliter les interactions avec les autres parce qu'ils arrivent évidemment à comprendre, à reconnaître mieux les différentes réactions au thème. Donc, de nutshell, ça c'est des bienfaits, des bénéfices quand on a un niveau de reconnaissance des émotions plus accru. Il y a aussi peut-être des situations où c'est trop, mais ça on parlera en autre situation, en autre cas. Ou si vous avez une question, on en parlera à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans les tests? Donc la caméra, ça c'est la caméra stricte. C'est un peu plus large. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui expriment des émotions avec leur voix, les gestes et les visages, et la personne doit estimer les types d'émotions qui étaient ressenties. Je ne vais pas faire la démo parce que il y avait des soucis techniques avant. Ça marcherait éventuellement. On fera ça dans les questions si vous avez un intérêt à voir. Mais imaginez-vous que vous avez une vidéo d'un acteur qui exprime une émotion et la tâche, c'est de reconnaître l'émotion qui a été exprimée. Important de dire, il n'y a pas de contenu verbal. C'est des phrases qui n'ont pas du sens. C'était fait exprès. C'était construit pour simuler une langue qui n'existait pas. Et donc, ça peut être utilisé à travers les langues, à travers les cultures. Pardon. La deuxième compétence, c'est la compréhension des émotions. C'est l'habilité de comprendre ses propres émotions et celles des autres à partir d'une situation. Par rapport au test, on ne peut pas faire l'habilité de comprendre ses propres émotions parce que c'est impossible d'objectiver l'état émotionnel de l'autre personne dans un contexte comme ça. Donc, on ne peut pas le faire. Par contre, on va, je vous montrerai un item, à évaluer l'habilité de comprendre l'émotion des autres. Les bénéfices, donc j'ai toujours mis quels sont les bienfaits, les conséquences positives à avoir un bon niveau de ces compétences. Donc, il y a des bénéfices évidemment sur la communication. Il y a en général une communication plus rapide et claire. Et il y a, normalement, les personnes avec une intelligence, une compréhension des émotions accrue sont reconnues comme les meilleurs leaders, simplement parce qu'ils comprennent mieux. Et évidemment, ils arrivent plus facilement à établir un lien de confiance avec l'équipe. Donc, les collaborateurs, évidemment, se sont mieux considérés et compris. Et ça, c'est évident parce qu'on parle vraiment de compréhension des émotions. Donc, le leader qui est capable de reconnaître et comprendre l'état d'anxiété, par exemple, d'un collaborateur par rapport à une certaine thématique. Et évidemment, si je vois que mon anxiété, mes doutes sont reconnus et compris par mon leader, je vais développer aussi un peu plus de confiance envers lui. Et dans les MCO, on a des items de ce type-là. Donc, on a mise en situation. Ensuite, un séminaire afin d'obtenir une qualification qui sera décisive pour sa future carrière. Durant les séminaires, son voisin du bureau lui pose sans arrêt des questions. Quelle émotion John est-il le plus susceptible de ressentir? Il y a 14 émotions. Donc, il y a des émotions positives, fierté, joie, intérêt, soulagement, ennui, tristesse. Et soulagement, après, il y en a d'autres comme ennui, tristesse, honte, culpabilité, inquiétude, peur, dégoût, mépris, irritation et colère. Donc, déjà, une caractéristique que vous pouvez voir ici qu'il y avait aussi dans les reconnaissances, c'est qu'il y a aussi plusieurs émotions positives, que c'est pas souvent le cas dans des tests comme ça. Il y a souvent la joie et c'est fini. Mais aussi qu'il y a un niveau de détail dans les émotions négatives qui est souvent, on n'arrive pas à voir dans ce type de tests. Et par exemple, dans un contexte comme ça, la bonne réponse, en lisant la situation et selon la validation, la bonne réponse, ce serait irritation. Parce que on va évidemment dans le sens d'une colère, irritation, mais colère, on s'attend, une réaction et une frustration supérieure par rapport à ce que se passe. Ça, c'est les types d'items qu'on trouve dans la compréhension des émotions. Troisième compétence, régulation des émotions. Ici, c'est important de clarifier que j'utilise le terme régulation pour parler de l'habilité de réguler mes propres émotions. C'est vraiment une compétence intrapersonnelle. Comment je régule mon comportement, mes émotions. Et ça, c'est une des compétences la plus étudiée, je pense, sans doute, avec la reconnaissance des émotions, mais surtout plus parce qu'il a énormément de conséquences. Évidemment, au niveau professionnel, ça a des conséquences sur les relations, qui normalement permet d'avoir des relations un peu plus fortes parce qu'on évite d'avoir des réactions extrêmes qui peuvent éventuellement créer des conflits encore plus forts. Mais la chose qui est importante de souligner par rapport
à la régulation émotionnelle, c'est qu'elle est très strictement liée à la santé de la personne. Vraiment, c'est la compétence qui est plus directement liée à l'état de santé de la personne, comment les émotions peuvent avoir un impact négatif au cas où la régulation émotionnelle, c'est un facteur protecteur. Et c'est strictement lié au bien-être et à la sensation d'être moins stressé. Ça ne veut pas dire que les gens ont moins de défis, ça veut dire qu'ils arrivent à être un peu moins stressés parce qu'ils arrivent à mieux réguler les situations. Et ça a un impact aussi sur les relations parce que les autres sont aussi moins stressés. Vous êtes conscient du fait que quand vous êtes dans une équipe et il y a quelqu'un d'autre qui est très anxieux, qui est en train de partager son stress, son niveau de détresse émotionnelle, ça sent et ça passe un peu dans l'équipe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a de bien fait aussi pour les autres dans ces contextes-là. Performance, ça c'est, moi je trouve que ça peut être débattu, mais l'idée qu'il y a derrière que certains études ont trouvé que l'effet de ne pas être, d'être capable de gérer l'émotion laisse plus de ressources cognitives. Vous allez rappeler qu'il y a les liens entre les deux pour pour se concentrer sur les tâches. Concrètement, moi je pense que la vision c'est qu'il y a une stratégie de régulation émotionnelle qui est cognitivement plus adaptive et ça nous permet de mieux se concentrer sur la tâche plutôt qu'une quantité de ressources limitées qu'on attribue d'un côté à l'autre. Pour moi, c'est vraiment une façon différente, mais les résultats, c'est les mêmes. On a une amélioration de la performance grâce au fait qu'on est mieux à réguler nos émotions. Et les types d'items qu'on a dans les tests, c'est toujours une mise en situation. Vous voyez, il y a toujours une mise en situation sauf pour la reconnaissance des émotions. Vous devez exécuter une tâche très complexe pour laquelle vous n'avez pas été formé. Votre supérieur vous dit que chaque erreur peut mener à de lourdes conséquences pour votre entreprise. Cela vous inquiète beaucoup. Que pensez-vous? Et les participants ici peuvent choisir deux réponses. Et il y a deux réponses qui sont censées être adaptatives, donc qui vont être une façon positive, une façon adaptée pour réguler les émotions. Il y a d'autres façons de penser qui sont considérées mal adaptives, donc qui ont une conséquence négative, entre guillemets, sur les émotions. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à réduire l'impact d'une émotion négative, mais en fait la renforce. Et donc, vous pensez aux façons d'éviter les erreurs, de satisfaire les attentes, donc vous concentrez sur ça. Vous pensez que la société aurait dû mieux vous préparer à cela. Vous pensez que c'est un honneur d'avoir été assigné à cette tâche et vous vous demandez pourquoi, parmi tous les employés, c'est à vous qu'il est compte d'effectuer cette tâche. Donc ça, c'est des façons typiques de penser dans ces situations-là. On demande aux gens de dire c'est quoi les pensées plus facilement, qui plus facilement pourraient arriver. Et il y a deux réponses qui sont plus adaptatives de là et deux réponses que ça on peut les définir, ça on parlera après éventuellement. C'est derrière chaque façon de penser, il y a une stratégie cognitive qu'on peut identifier, réévaluation cognitive ou planifier. Donc c'est concentré sur le planning, c'est la première. Ou des façons de penser qui sont mal adaptives, donc nous aident pas à réduire l'impact d'une émotion négative. Again, encore dans ces cas-là, je ne peux pas en parler de ça parce qu'on n'a pas le temps, mais éventuellement, si vous avez de l'intérêt à discuter de ça, on aura la demi-heure à la fin. Dernière compétence, c'est la gestion des émotions, c'est la capacité de réagir aux émotions des autres et de les influencer efficacement. Typiquement, vous pouvez penser à ça comme, par exemple, dans des contextes de conflict resolution, conflict management, et a des bénéfices, une prise de décision plus efficace et est liée à un majeur degré de flexibilité. Donc, c'est l'idée qu'on est plus capable d'adapter nos comportements selon la situation et selon les autres. Donc, ça, c'est le bénéfice de la capacité de gérer les émotions. L'item qu'on utilise pour cela, je ne vais pas les lire parce que c'est trop long. Je vous laisse un moment pour les lire. Bon, je vous lis, ça fait plus simple. Vous êtes le directeur d'un projet réalisé en collaboration avec les secteurs informatiques. Pendant une réunion à laquelle le chef du secteur informatique n'est pas présent et a envoyé son adjoint, vous découvrez qu'ils n'ont pas fait le travail comme prévu. L'adjoint dit que le problème est interne à son secteur et que son chef ne suivit pas assez les projets. Comme le délai pour les projets est la semaine prochaine, vous décidez de donner des instructions directement à l'adjoint. Quelques heures après, le chef du secteur informatique vous appelle. Il est furieux et vous reproche d'avoir donné des ordres à ses employés et vous menace d'arrêter la collaboration.
Je dis, c'est basé sur des scénarios réels. Et après, il y a, qu'est-ce que vous faites dans ces cas? Donc, il y a plusieurs comportements. Vous lui dites que vous êtes au téléphone, pas oublier. Donc, vous lui dites que vous êtes désolé et vous lui promettez que cela ne se reproduira pas. Vous lui dites que s'ils ont des problèmes internes, cela ne vous concerne pas, qu'ils devraient discuter des problèmes entre eux. Vous vous excusez et dites que vous aviez bien besoin d'agir rapidement. Vous êtes content de rediscuter des prochaines étapes au téléphone, de maintenant s'il souhaite modifier des choses. Vous lui dites que son comportement est inacceptable et qu'il est responsable de ce qui vient de se passer. Et vous lui proposez d'organiser une réunion après la fin du projet afin de discuter ensemble de la façon d'empêcher d'éventuels futurs conflits. Évidemment, comme vous pouvez voir, les options, c'est des comportements. Donc, la personne ne choisit pas en général, je reste calme ou c'est vraiment des comportements plutôt spécifiques et détaillés. C'est pour ça qu'il est très objectif, entre guillemets, dans les choses qu'on ne demande pas, oui, je m'énerve pas et je dis que je m'excuse. Basta. Non, on essaye vraiment d'être le plus concret possible. Dans ces cas-là, sans surprise, la réponse c'est considéré correcte est la troisième. Je vais rapide parce que je vois que c'est déjà 8h46 et donc je prends les dernières 5 minutes pour voir un peu quelles sont les conséquences de l'intelligence émotionnelle. Vous savez qu'il a été mentionné déjà en 2015 entre les compétences clés pour 2020 par le World Economic Forum. Et ce que je peux voir récemment, j'ai pu voir que ça devient beaucoup plus populaire et j'étais surpris, je rigole, c'est vraiment très récent quand j'ai lu un tweet d'un le nouveau maire de la ville de New York qui cherchait d'embaucher le nouveau police commissioner, donc le responsable de la police pour l'État de New York. Et dans la conférence de presse et dans les tweets, il a dit la même chose. When I was looking for our next police commissioner, I wasn't looking for someone experienced or educated. I wasn't just looking for someone experienced or educated, but someone with the emotional intelligence to lead our city through this hopeful but challenging time. Keechant Sewell has what it takes. Pour moi, c'était incroyable de lire ça explicitement dans un contexte comme celui-là. On parle des politiciens qui est en train d'embaucher les chefs de la police. C'est aux États-Unis, donc c'est quelque chose que pour moi, c'était intéressant et important pour montrer comment ce concept-là, petit à petit, est passé dans plusieurs contextes, même les plus éloignés, on peut imaginer, de l'académie ou de la réflexion sur les émotions. Quelles sont les choses qu'on sait par rapport à l'intelligence émotionnelle au travail? Au niveau individuel, on sait. Donc, tout ce que j'ai mis encore, c'est basé sur des études. J'ai mis juste les conclusions, comme ça, c'est plus simple. Pourquoi ça peut être intéressant de mesurer l'intelligence émotionnelle au travail? On sait qu'au niveau individuel, qui a un niveau plus élevé, gère mieux le stress et qu'en général, l'intelligence émotionnelle, c'est un facteur protecteur par rapport à événements stressants. Par exemple, dans les contextes d'une organisation dans une entreprise. Ça a été étudié que quand il y a un restructuring, donc, il y a des gens qui doivent changer de fonction, des gens qui sont licenciés, etc. La réaction à cet événement extrêmement stressant est très différente selon le niveau d'intelligence émotionnelle. Dans le sens que ça reste stressant, mais l'intelligence émotionnelle agit clairement des facteurs protecteurs. Et dans les postes de direction et de leadership, c'est un peu ce que je disais au départ. La combinaison de l'intelligence émotionnelle et de l'expérience prédit le succès. Ça, c'est important. C'est vraiment l'interaction entre les deux. Souvent, on cherche des personnes expertes pour certaines positions, ça fait du sens, mais c'est intéressant. Mais on peut dire que le succès n'est pas juste basé sur l'expérience, c'est vraiment l'interaction, comme on dit au niveau statistique, entre les niveaux d'expérience et les niveaux d'intelligence émotionnelle. C'est les deux ensemble qui prédisent les succès dans des positions de direction et de leadership. Encore une fois, si ça vous intéresse ce point-là, on peut en parler plus tard. Pourquoi l'expérience est critique dans les contextes de l'intelligence émotionnelle. Évidemment, il y a des études aussi qui ont montré qu'il y a un bénéfice au niveau salaire. Apparemment, la reconnaissance des émotions est corrélée en direct predicts annual income. C'était repris par plusieurs journaux, cet résultat. Je sais pas quoi en faire, mais c'est quand même intéressant de voir que peut-être que les gens qui sont mieux capables à réguler les émotions, ont des meilleures relations, ils sont reconnus comme plus meilleurs membres de l'équipe et peut-être qu'à cause de ça, ils ont aussi plus de promotions. Comme on disait au départ, ils sont reconnus pour des promotions. Par contre, si on regarde au niveau équipe,
On a des meilleures relations de travail, on a déjà expliqué ça, surtout par rapport à cette idée des soutiens social perçus. Si je suis meilleur à comprendre des émotions, c'est plus facile que je vois qu'il y a des gens autour de moi qui peuvent m'aider. Et c'est souvent le cas que nous, on sous-estime les potentiels de soutien qu'il y a dans notre entourage. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi approfondir. Les faits, ça c'est très important, l'intelligence émotionnelle du leader est liée à la productivité et à la satisfaction de l'équipe. Ça a un impact. L'intelligence émotionnelle du leader a un impact sur l'équipe. C'est pas juste une question individuelle. C'est une question de groupe. C'est une question systémique, si vous voulez. J'ai eu récemment pas vraiment, parce que ça fait un moment avec la pandémie, on a une vision temporelle un peu bizarre. J'avais des managers très importants pour une grosse compagnie aérienne qui sont venus me voir pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence émotionnelle. J'expliquais les concepts, les mesurations. Je disais, ah, magnifique, c'est parfait. Ils ont des milliers et milliers d'employés. Ah, c'est parfait. Pour nous, c'est très important pour tous nos personnels dans les avions, mais aussi pour les personnels dans les aéroports. Ah oui, il faut qu'on réfléchisse à faire ça. Je dis oui, absolument, c'est important sur le terrain, mais je pense que c'est aussi important pour le management, pour les managers qui gèrent tout ça. Ah non, 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 nous, on est managers, on sait bien faire ça, on n'a pas besoin de faire une formation ou d'étudier notre compétence émotionnelle, on est déjà bien ça. Il y a souvent cette résistance dans le management à s'évaluer, à se former, à se développer, à ses compétences. On assume qu'on est déjà toujours bien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Par contre, ça ne concerne pas juste les personnes individuellement, mais aussi l'équipe qui dirige. Deux dernières slides, juste pour finir avec qu'est-ce qu'on sait par rapport au MCO4, Imagining Emotional Competence Test. On sait que il y a peu d'études encore, hein, comme je dis, c'est très récente, mais toutes les études vont dans la même direction, donc c'est plutôt fiable. Et on sait aussi que la validation était bonne et acceptée par les plus hauts standards de la recherche, donc on est confiante qu'il y en aura beaucoup plus de résultats. Et c'est dans cette optique qu'il y a les études, par exemple, dont Stéphanie a introduit rapidement avant. On sait que des gens avec des MPRO-scores plus élevés ont en général une meilleure efficacité sociale et émotionnelle dans les mêmes lignes dont on vient de parler jusqu'à maintenant. Je suis mis que c'est les mêmes choses qu'on a vues avant, on pourrait les dire aussi pour l'EMCO. Qu'il y a aussi un style interpersonnel moins fourbe, au trompeur et plus prosocial. Ça peut être quelque chose d'intéressant dans certaines équipes qui sont plus collaboratifs et sont plus orientés aussi à travailler avec l'équipe. Les scores de régulation sont en corrélation avec les bien-être, comme dans tous les autres cas qu'on a vus, la satisfaction de vie et les revenus annuels. Ça, c'est des évidences qu'on a jusqu'à maintenant. Après, c'est des populations larges quand même, mais peut-être que ça, dans des contextes différents, ça peut être légèrement différent. Et la chose qui est intéressante, c'est que la gestion des émotions, la compétence en gestion des émotions est corrélée dans un étude récent dont j'étais co-auteur, mais j'étais pas vraiment très impliqué. C'est d'autres chercheurs et d'autres tests. On trouvait que la gestion des émotions corrélée avec l'engagement affectif avec l'institution. Ça, c'était quelque chose de nouveau pour nous parce que c'est récent, c'est une nouvelle découverte, une nouvelle évidence. Et je pense que c'est parce que la meilleure gestion peut-être des relations, des conflits, des émotions, c'est aussi lié à l'effet que je dois faire quelque chose, j'aime bien où je suis. Donc ça, pour moi, c'est un point important à développer éventuellement dans des études futures. Et si on parle spécifiquement des managers dans des positions plus élevées, on sait, parce qu'on a mis les managers à faire aussi des tâches de leadership un peu traditionnelles comme on a dans les assessment centers, etc., ont des meilleures performances à cette tâche-là et aussi dans des mises en situation sociale. Et par rapport à celle-là, donc c'est des tâches typiques qu'il y avait dans des assessment centers, dans les processus de recrutement. Donc, on a travaillé avec des headhunters qui travaillaient pour recruter des cadres dans des contextes différents. Dans ces mises en situation, les gens qui avaient une intelligence émotionnelle, ils performaient mieux. Et c'est intéressant de voir que les résultats, la performance n'étaient pas du tout corrélés par contre à l'intelligence fluide, ça veut dire l'intelligence cognitive traditionnelle. Mais c'était vraiment une spécificité de l'intelligence émotionnelle. Et avec tout ça, juste pour rappeler, ça c'est le nom du test, Stéphanie va vous en parler peut-être plus tard. Mais pour moi, c'était important aussi de vous montrer la validité scientifique qu'il y a derrière. Je m'excuse si j'ai pris un peu plus de temps, mais je pensais que c'était quand même utile de faire un tour un peu plus large. Et je vous remercie pour votre participation et j'ai envie maintenant vraiment de partager avec vous, de discuter avec vous, si vous avez des questions, etc. Donc, merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Marcelo. Je vais donner la place à Dominique pour une mini conversation avec toi avant de reprendre la parole.
Merci Stéphanie, merci Marcelo. J'ai beaucoup apprécié, j'ai plein de petits papiers sur mon bureau avec des commentaires et des questions parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit tout à l'heure, Marcelo, qui résonnent beaucoup avec ce que j'entends dans les entreprises, notamment sur le fait que les émotions et les comportements liés aux émotions sont pas forcément des choses bienvenues dans le monde du travail. Pas forcément parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'on sait tout simplement pas comment les gérer. Et en fait, c'est à la fois le fait de reconnaître la vraie émotion et de partir dans les préjugés, mais aussi de dire, ben, du moment que j'arriverai à reconnaître l'émotion, je me sentirai presque obligée d'en faire quelque chose et de la gérer. Et c'est souvent là, par rapport à ton commentaire sur les discussions ou sur la peur des managers de dire non, non, moi, c'est bon, je sais. C'est surtout sur le fait que si j'admets que je sais pas, déjà, il y a un problème de réputation et de positionnement, mais il y a aussi un problème si je dis que je sais, il va falloir que je gère. Et souvent, en tant que DRH, je sais pas si on a beaucoup de DRH ce matin avec nous, en tant que DRH, on avait souvent l'impression que les managers s'occupaient de la partie skills, je sais faire. Et puis, quand il y avait une émotion à gérer, c'était le rôle des RH. Alors que le RH n'est pas avec l'employé tout le temps, ni avec les clients tout le temps. Et du coup, si je regarde l'impact, moi j'aime bien regarder l'impact que ça a sur les clients et sur les employés et sur les candidats aussi. On donne la main au RH pour la gestion des émotions, mais l'impact sur les clients et sur les employés, c'est les managers qui ont souvent ça. Est-ce que dans les discussions que tu as eues avec les managers ou les entreprises, il y a cette conscientisation de l'importance de l'impact qu'il y a sur les clients et sur le positionnement, parce qu'on voit beaucoup d'études du World Economic Forum, de plein de choses, où on dit la compétence clé à l'avenir, c'est l'innovation, c'est créer de la confiance, etc. Et pour créer de la confiance et pour innover, il faut quand même, c'est quand même utile de bien gérer les émotions. Ce que j'ai vu, parce que moi j'enseigne aussi à l'MBA à l'Université de Genève, donc j'ai eu l'opportunité de parler avec des gens qui sont avec différentes tranches d'âge. J'ai remarqué que les plus jeunes sont un peu plus ouverts à cette idée, déjà le fait qu'ils aient des cours comme les miens dans un contexte MBA, donc ça parle au fait que c'est reconnu. Par contre, c'est vrai qu'il y a une résistance et ce qu'ils voient, c'est que ils voient que c'est important pour les gens sur le terrain qui travaillent avec les clients. Ça, il n'y a aucun problème. Tout le monde est d'accord qu'un vendeur doit avoir ce type de compétences. Ça, j'ai jamais eu une personne qui m'a dit, ah non, c'est pas important pour moi. Enfin, il y a même des études qui démontrent que ça a un impact positif, hein, sur les ventes, le chiffre des ventes. Mais c'est du moment que on parle du management, il y a un peu de résistance parce que c'est pas seulement parce qu'ils ont peur, mais je pense, c'est un peu comme si tu es en train de me dire que je suis pas certain de savoir faire mon travail. Okay. Et moi, je suis pas du tout en train de dire ça. Moi, personne, c'est juste dire que peut-être intéressant de se mesurer un peu à ce concept-là, parce que on n'a pas eu les occasions. Ça, c'est une autre chose qui a changé. Il n'y avait pas toute la disponibilité des outils ou l'attention à ce type de compétences. Donc, les gens qui avaient ces compétences, entre guillemets, naturellement, ça veut dire qu'ils ont eu des opportunités pour les développer. Ils ont arrivé mieux, d'autres non moins, mais ils arrivent tous dans des positions plutôt élevées. Et franchement, je pense que c'est plutôt une résistance par rapport à leur statut, plutôt que je sais pas quoi faire une fois que je reconnais l'émotion. Mais évidemment, il y a des cas différents, hein. Mais je pense que c'est vraiment j'ai peur, comme vous avez dit, que la réputation peut être, j'ai une réputation à défendre. Ouais, d'accord. Et par rapport à l'innovation ou le fait de faire les choses autrement, à post-Covid, on entend souvent le fait de dire on doit réinventer la façon de travailler, réinventer la façon de gérer, réinventer la façon de recruter, de retenir les talents dont on a besoin. On doit faire autrement. Donc il y a cette notion
de repenser, de recréer, d'innover, d'inventer. Est-ce qu'on voit une place, est-ce qu'on reconnaît la place de la gestion des émotions qui n'est pas forcément positive? C'est pas quand tout va bien, que tout le monde s'entend bien, qu'on va créer et innover. C'est quand il y a ces tensions qui sont saines, mais où on voit qu'il y a un échange et d'où la place de la gestion des émotions. Oui, donc déjà, ça c'est un très bon point. Être émotionnellement intelligent ne veut pas dire que ça va toujours tout bien, qu'on n'est jamais fâché, qu'on n'est jamais en colère. Absolument, c'est le contraire. C'est qu'on est capable de reconnaître qu'on est en colère, on essaie de faire quelque chose. Ben, nous, on nie pas l'émotion, on va pas supprimer l'émotion. On dit qu'on utilise l'émotion pour faire quelque chose. C'est complètement différent. Ça, pour moi, c'est très important. En anglais, ils ont cette expression que j'aime bien, c'est rose shaded glasses, comme si j'avais des lunettes colorées de rose et tout va bien, le mot est parfait. C'est pas ça, pas du tout ça. C'est exactement la façon de gérer les émotions qui a un impact. Moi, je sais pas concrètement comment vont évoluer les choses dans les entreprises. Vous avez un contact plus direct par rapport à ça. Une chose que je peux vous dire, c'est que dans certains domaines où il y a eu encore plus fort cet aspect de Great Resignation, donc les gens quittent, mais en général, la capacité de rester dans un lieu, un poste, on sait que l'intelligence émotionnelle, c'est un prédicteur du fait que les gens restent dans les mêmes domaines plus longtemps. Ça, c'est typiquement trouvé, je dis un cas qui est extrême, dans la hospitality, donc restauration, hôtellerie, services en général. On sait qu'il y a énormément de gens qui quittent depuis un petit moment. C'est très compliqué, c'est très stressant. Les gens qui arrivent à rester, qui restent, qui s'investissent, qui peuvent développer la carrière, typiquement, c'est les gens qui ont plus de ces compétences-là. Et peut-être qu'ils sont même pas les meilleurs à servir les clients ou à faire organiser l'événement ou à gérer, mais ils arrivent à mieux gérer tout le stress qu'il y a lié à ça. Et on sait que c'est les gens qui peuvent rester plus dans les postes. Donc, ça peut être déjà quelque chose qui peut intéresser certaines entreprises en sachant l'idée, c'est que vous allez investir du temps pour former quelqu'un et vous voulez que cette personne reste avec vous le plus longtemps possible si ça amène quelque chose. Donc, ça, c'est un critère qui peut être prédicteur du fait que les gens vont rester parce qu'ils savent mieux résister au stress. Ouais, et qui restent pour les bonnes raisons, pas qui restent juste parce qu'ils ont besoin de travailler, mais qui restent parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils se sentent valorisés, écoutés, et puis qu'ils font quelque chose qui correspond à leurs attentes. Et du coup, ça a un impact sur la performance et ça a un impact sur la satisfaction des équipes et la satisfaction des clients. Exactement. Et des fois, on oublie cette chaîne, je trouve, d'individus dans l'équipe, de l'équipe dans l'organisation, puis l'organisation vis-à-vis de l'extérieur. Et la chaîne est intéressante parce que ça permet de couvrir les besoins aussi bien individuels qu'organisationnels que business dans le monde qui est en train de changer dans tous les sens, entre guillemets. Il y avait une question dans le chat sur le côté international, Stéphanie. Je ne sais pas si on veut le prendre maintenant ou si on le prend plus tard. Ça marche. Je donnerai la parole à Marion. Ça marche. Oui, il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées. Message en off aussi. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai juste la crédibilité dont tu as parlé tout à l'heure, Marcelo, et le côté réaliste, ça me parlait énormément. C'est un peu le fil rouge d'Arcom, hein. Et c'est ce qui a fait aussi notre succès. Est-ce que tu aurais tout simplement, parce qu'on a des gros lecteurs ici, des références ou des auteurs à nous recommander? Dans quel sens? Mais dans le sens. Intelligence émotionnelle, tu vois, je pense à Mark Brackett, ce genre de personnes, des gens. Oui, mais Mark Brackett, c'est plutôt éducation. Mais il y a quand même des choses. Mark Brackett, par contre, je l'ai rencontré la semaine passée, on parlera cet après-midi peut-être. Je confère, j'ai un call avec lui. Oui, lui, peut-être, c'est intéressant. Alors, déjà, les livres de Goleman que tout le monde connaît, c'est quand même des livres qui sont bien écrits, il y a des choses intéressantes à savoir les lire. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre tout comme des évidences scientifiques, mais c'est quand même agréable à lire. Il a plein de choses qui sont importantes à retenir. Donc, il y a des concepts les mêmes concepts que j'ai partagés avec vous. Des fois, il a des conclusions qui sont un peu plus basées sur son opinion et pas sur des évidences. Mais on ne peut pas, si on parle vraiment de vulgarisation un peu du concept,
et le fait que tout le monde, un livre qui ne soit pas orienté chercheur académique, franchement, les livres de Goleman, ça reste un plaisir à lire en général, la plupart. Je dis, à savoir qu'à la base, il n'est pas un scientifique, hein. Donc, il était un journaliste. À l'époque, maintenant, il fait plein de choses, évidemment, mais à l'époque, il avait écrit le livre, il était surtout un journaliste. Il avait fait un entretien avec Mayer et Salovey, je pense seulement, et il était fasciné par les concepts, et il a commencé à s'investir dans ces concepts-là. Et il a fait les gros exploits du livre qui encore aujourd'hui, je pense, c'est le numéro 1 best-seller non-fiction ever dans l'histoire de la littérature, même pas de non-fiction. Voilà. Donc, pour dire que il faut bien les lire, mais il faut aussi savoir que vous êtes en train de lire souvent des opinions de quelqu'un qui peut-être connaît bien, mais qui ça reste pas un chercheur scientifique. Et après, il y a d'autres. Il y avait, comment ça s'appelle? Susan David, Emotional Agility, agilité émotionnelle. Ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant à lire. Qu'il y avait, je regarde si j'ai quelque chose ici juste derrière moi parce que c'est que j'oublie. Maintenant, ça, c'est les deux choses. Donc, Goleman, Brackett, si vous voulez, même si c'est plus orienté aux éducation, Mark Brackett. Le tout dernier s'appelle Permission to Feel. Je dis le nom en anglais, mais il y avait aussi une autre précédente dont je ne me rappelle pas les noms, et Goleman en général. Il y a, et Susan David. Moi, je pense que ça, c'est déjà Génial. quelque chose. J'entends beaucoup de gens me dire non mais moi j'ai plein d'empathie, je suis hypersensible, etc. Donc ils s'autoproclament très intelligents émotionnellement. Est-ce que tu peux nous rappeler les distinctions entre empathie, sensibilité et IE, si c'est possible? Alors, c'est un peu non, si on veut, empathie, c'est un concept très complexe, dans le sens qu'il y a aussi plusieurs définitions. On a aussi deux côtés de l'empathie. On parle d'empathie cognitive, on parle d'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive, c'est plus similaire à ce dont on a parlé, donc la compréhension des émotions, et dans le sens que je comprends l'émotion des autres parce que j'arrive à me mettre à sa place et comprendre, selon la situation, quelle est l'émotion la plus probable, parce qu'on parle toujours de probabilité, hein, ça c'est important, de l'autre personne. L'empathie émotionnelle, c'est un peu arriver à ressentir la même situation émotionnelle. Donc ça, c'est déjà très différent. Et sensibilité, ce n'est pas un concept vraiment très étudié au niveau académique. C'est, dans le sens que ça reste un peu, on parle de sensitivity plutôt comme la capacité, mais c'est pas spécifiquement pour les émotions. C'est en général l'habilité par exemple, on parle souvent, on parle maintenant, il y a des gens qui parlent comment ça s'appelle, personal intelligence. C'est Salovey, c'est l'habilité à percevoir la personnalité des autres. Donc, voilà, c'est un peu différent et c'est pas la même chose qu'emotional intelligence et c'est pas du tout la même chose qu'empathie. Donc, c'est vraiment un peu différent. Les concepts d'empathie, ça reste un concept complexe et large. J'ai juste une dernière question parce qu'on utilise beaucoup MCO4 hein, nous, pour des assessments. Dans le cadre de recrutement, là, j'ai un client qui vient de nous laisser, qui a dit « Waouh, trop bien, je veux absolument faire en sorte de faire entrer l'IE dans nos recrutements, dans nos processus. » Donc, c'est super cool, bravo. Et donc, et là, il y a des gens qui ont passé le MCO, hein, qui savent quel est leur niveau, etc. Alors, donc, juste pour réexpliquer, donc moi, je donne des conférences si ça vous intéresse, que je vienne expliquer dans votre entreprise exactement aussi d'un point de vue corporate, etc., quel est l'intérêt de la chose, comment ça marche, etc. Ce que je trouve génial, c'est l'interdépendance entre les scores. Donc, il y a l'aptitude à reconnaître les émotions, qui ensuite va être maximisée par l'aptitude à avoir l'empathie cognitive, donc à se mettre à la place de l'autre, à percevoir son monde, etc. Ensuite, seulement parce qu'on est capable de faire ça, on est capable de réguler. Et la régulation nous amène au dernier point, à faire du emotion management. Qu'est-ce qu'on fait? Et les résultats sont présentés en courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'on score entre 1 et 3, notre cerveau a des difficultés avec cette aptitude ou ces aptitudes. Entre 4 et 6, on est monsieur, madame, tout le monde. Donc, il n'y a pas non plus de compétences, mais le câblage est fait, pour faire simple et grossier. Et entre 7 et 9, on a des facilités. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui scorent rouge, donc qui sont entre 1 et 3, sur du recrutement? Ça serait quoi la recommandation, selon toi? Alors, une chose en général, moi, je me sens pas à l'aise à dire que c'est un critère absolu dans les sens que c'est la vie des personnes. Je me sens pas. Évidemment, moi, je pense que
ça peut être un critère utile. Je pense que c'est un critère utile. Et ça, mettre ça avec d'autres. Ça dépend aussi de la position de ce qu'on cherche. Ça dépend aussi du cas de l'investissement. Si c'est quelqu'un de jeune, donc on veut former, je vois vraiment pas de gros problèmes. On sait qu'il y a une faiblesse ici, mais j'ai plein d'autres ressources, des choses pour lesquelles je l'aimerais bien embaucher. Peut-être que je vais travailler à ça ou je le mettrai dans des conditions qu'il puisse développer ses compétences petit à petit, pas à pas, dans les contextes où il est. Qu'est-ce qu'on fait avec un rouge? Ça dépend. Si c'est quelqu'un déjà dans l'entreprise, je pense que c'est bien de penser à proposer éventuellement des parcours de formation, des sessions de coaching. Après, c'est pas mon job. Donc, mais s'il y a des ressources qui peuvent être utilisées pour améliorer ça. Ce que je trouve intéressante, par exemple, c'est dans un contexte où il y a, par exemple, une équipe, une division ou quelque chose dans une entreprise qui est problématique. Donc, c'est déjà quelqu'un qui se part pour le recrutement, hein, donc c'est un peu différent de ce qui m'a demandé, mais c'est déjà quelqu'un qui est là. Donc, moi, je pense que c'est intéressant de faire dans l'assessment inclure ce type de mesures, parce que peut-être que les difficultés sont vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un problème de leadership, c'est un problème de quelques membres dans l'équipe. Peut-être que ça suffit de réorganiser, par exemple, l'équipe. Ça pourrait améliorer énormément le fonctionnement. Et ça, c'est un type d'information que typiquement, nous ne prenons pas en compte, mais seulement la perception individuelle peut-être des relations. Donc, on demande si vous allez bien, etc. Ça, c'est un instrument un peu plus objectif qui ne demande pas d'évaluer des autres, mais de répondre avec la propre compétence. Et pour le recrutement, pour terminer et revenir en arrière, je pense pas qu'il soit correct de dire, moi, j'embauche pas du tout cette personne seulement parce qu'il est parfait dans tout, mais il a un rouge dans l'IMCO. Donc ça, franchement, je me sentirais un peu mal à l'aise à le dire. Mais, évidemment, je prendrai ça en compte. Et donc, dans la picture globale du candidat, ça, c'est quand même un élément à prendre en compte, peut-être à discuter avec la personne. J'utiliserai en fait comme une excuse pour en parler de ces aspects-là. Comment ça va avec les autres. Voilà. Donc, dans les contextes d'entretien, j'utiliserai pour avoir des informations supplémentaires. Merci beaucoup. Merci.